Je parlerai un peu des défis énergétiques. Je suis professeur de physique à l'Université de Montréal, directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier, du Carrefour de modélisation énergétique, entre autres. Alors, merci d'être ici aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux. Donc, je voudrais présenter un petit peu les défis dans un ordre. On va commencer par le monde, ensuite Canada, ensuite le Québec. Donc, faire un petit zoom-in sur la situation ici, mais dans un contexte, en plaçant un peu l'enjeu. Pourquoi la transition énergétique? D'abord, l'énergie, c'est la première source de gaz à effet de serre sur la planète. Elle représente à peu près les 2/3 des émissions de gaz à effet de serre proviennent directement de la combustion, de l'extraction, de la transformation de l'énergie. C'est une contribution qui continue d'augmenter, mais ce qu'on voit quand on regarde le graphique ici qui est tiré de World Energy Outlook de l'Agence internationale de l'énergie, on voit qu'en fait, les émissions, l'augmentation ralentit, si on veut. Donc, on peut appeler ça une bonne nouvelle, si on est optimiste. Mais malgré tout, on voit qu'il y a des objectifs importants pour les pays développés, c'est de passer, donc d'amener les émissions à zéro d'ici 2050 au net. Donc, il y a un travail important à faire. Le monde change, et ça, c'est aussi quelque chose à noter, c'est qu'en effet, les émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre est sur une courbe qui s'aplatit. Quand on regarde ici, c'est les projections vers 2030, encore une fois, du World Energy Outlook. Et sans toutes les promesses, tous les programmes déployés par les pays à partir de l'accord de Paris, on voit qu'on était sur une trajectoire qui nous amènerait là, vers 43-44 milliards de tonnes de CO2 liées à l'énergie d'ici 2030. Et on voit qu'avec donc, STEP, ce sont les politiques en place ou annoncées. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais ce sont ce qui est annoncé comme politique. Puis on voit qu'on est sur une trajectoire où on sera à peu près stable ou par rapport à 2015. Donc, en fait, on éviterait une augmentation, mais on n'est pas encore dans une trajectoire qui nous amène à la carboneutralité. On le voit, par exemple, dans les projections avec les politiques telles qu'annoncées, si la part du charbon décroît d'à peu près 40 % par rapport à aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'avec les politiques en place, on arrive à stopper l'augmentation de la demande en pétrole et en gaz naturel, mais on n'arrive pas à la réduire. Ce sont encore une fois, c'est une transformation de tendance, mais on n'est pas dans un renversement de tendance à la profondeur nécessaire. Ça veut dire que ce qui est annoncé, ce qui est sur la table aujourd'hui, à travers le monde, dans les pays signataires de l'accord de Paris, ce qui est là sur la table n'est pas suffisant pour nous amener aux objectifs, aux promesses qui ont été faites. Pourtant, il y a des possibilités pour aller plus vite. Il y a des possibilités pour livrer. Et ça, c'est un graphique, dernier graphique que je vais vous montrer là, du World Energy Outlook. Mais ce qui montre, donc, ce que vous voyez en bleu, ce sont l'augmentation, entre autres dans le solaire, des panneaux solaires, la puissance de production d'énergie avec les panneaux solaires prévus en fonction des politiques annoncées par les gouvernements, par les économies de la planète. Or, en jaune, c'est ce qui devrait être disponible en termes de capacité de production. Donc, ce que vous voyez, donc, ce qui est annoncé en termes d'usines, de fabrication, de déploiement, on voit ici, c'est à peu près 2,5 fois ce qu'on prévoit en termes de demande dans les politiques actuelles d'ici 2030. Donc, il y aurait une capacité même structurelle d'aller beaucoup plus vite en termes de déploiement des technologies bas carbone au cours des prochaines années. Et ça veut dire qu'en réorganisant un peu les politiques, on pourrait accélérer sans se poser de question, est-ce qu'on est capable de faire le travail ou non, en tout cas dans le solaire. C'est un peu la même chose que je présente ici. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la comparaison de la maturité des technologies et la vitesse avec laquelle ces technologies atteignent la maturité.
Et on est dans une phase d'accélération. On le voit, nous, quand on publie à l'Institut Trottier les perspectives énergétiques canadiennes, où on évalue les trajectoires de décarbonation pour le Canada. Entre 2018 et 2021, dans nos perspectives, on a vu le coût des technologies chuter de manière à peu près des 2/3. C'est-à-dire que pour arriver à décarboner le Canada de 2/3 de ses émissions d'ici 2050, bien, entre 2018 et 2021, le coût de cette décarbonation-là a chuté d'à peu près un facteur 3. Donc, c'est immense. On le voit ici dans ces technologies. Les couleurs sont un peu difficiles à lire là, mais en gros, ce qu'on voit, c'est dans le bleu jusqu'au vert, si on veut, là, ce sont les technologies qui sont disponibles, matures. Et ce qu'on voit, c'est qu'en quelques années, en 2 ans seulement, on a augmenté d'à peu près 20-25% la proportion de technologies qui sont disponibles ou présentement sur les marchés. Donc, ces transformations-là sont extrêmement rapides et il est important de compter sur cette accélération-là pour être capable de mettre en place des mesures, des politiques qui vont nous amener quelque part. L'exemple, je dirais, le plus flagrant, par exemple, ce sont toutes les politiques sur les véhicules zéro émission qui ont été déployées depuis quelques années à travers la planète. L'imposition de ces politiques-là a accéléré de manière importante les investissements dans les voitures électriques qui font que ces politiques-là deviennent réelles sur le terrain. Donc, on ne peut pas attendre que les technologies existent avant de pousser les politiques, parce que les politiques elles-mêmes ont un rôle d'accélérant très important dans ces secteurs-là, pourvu qu'on ait au moins des prototypes. Donc, en fait, ces politiques-là ont un impact quand on voit un peu les technologies potentielles, puis là, après ça, c'est d'accélérer la cadence pour être capable de mettre en place, de passer à l'échelle et de résoudre les problèmes secondaires qui sont parfois très importants de passage à la fabrication de haut niveau. Et qu'est-ce que ça représente malgré tout? Donc, on voit qu'il y a eu des transformations très importantes au cours des dernières années. Ces transformations-là se sont appuyées sur des nouvelles technologies, surtout dans la production d'électricité, aussi dans la consommation. On le voit, que ce soit les thermopompes, par exemple, les véhicules électriques, mais on peine aujourd'hui simplement à arrêter l'augmentation de la demande énergétique dans les combustibles fossiles. Or, l'ampleur du défi, c'est de voir comment on peut arriver à atteindre les objectifs de 2050. Pour y arriver, et c'est le dernier scénario net zéro, donc regardons la courbe bleue, là, qui est la deuxième courbe en partant d'en haut dans les 2 premiers, en fait dans les 3 premiers là, quand on commence. Ce qu'on voit ici, c'est que pour décarboner, une constante à travers la planète qui s'est établie quand on a décidé d'aller vers la carboneutralité, c'est qu'il faudra s'appuyer sur l'électricité comme source principale d'énergie au niveau planétaire d'ici 2050 pour être capable d'atteindre nos objectifs climatiques. Il est impossible de continuer à utiliser des combustibles fossiles en espérant faire du captage et séquestration des émissions à un niveau suffisant pour appuyer la décarbonation. Donc, la seule façon, c'est de s'appuyer sur de l'électricité produite à bas carbone qui va ensuite déplacer les combustibles fossiles à travers la planète pour être capable de réduire les émissions. Ces transformations-là sont importantes, mais aussi elles doivent cibler les bons secteurs. Donc, on entend beaucoup parler du consommateur, du client. Entre autres, encore ce matin, Hydro-Québec, là, on avait un sondage, est-ce que les gens sont prêts à réduire leur demande en électricité? Il faut savoir que quand on regarde la consommation d'énergie au niveau mondial, et c'est le cas au Québec, au Canada, le premier consommateur d'énergie, c'est l'industrie. Donc, la décarbonation de notre énergie, notre demande énergétique, passe d'abord par la décarbonation de la demande énergétique dans le secteur industriel. Et le citoyen a un rôle limité dans ces transformations-là. Donc, il faut concevoir que ça doit passer par des politiques, des visions beaucoup plus larges que de simplement mettre la responsabilité vers le citoyen. Après l'industrie, on le voit, arrive
assez loin derrière le bâtiment pour le chauffage, le bâtiment pour la climatisation, qui sont les deux principales demandes énergétiques. Ensuite, le transport, on le voit, qui est un secteur très important également. Donc, on a les 3 grands secteurs de consommation, avec ensuite un peu à la marge. Donc, quand on parle de décarboner le système énergétique, ça veut dire qu'il faut aller cogner à toutes ces portes-là et voir comment on peut utiliser, comment on peut transformer notre utilisation fossile vers de l'électricité dans ces secteurs. Et on l'a dit tout à l'heure dans la conférence précédente, mais ça implique de repenser en profondeur nos façons de faire, pas simplement d'ajuster à la marge ce qu'on va faire. Pour faire le lien avec la précédente conférence, évidemment, toute cette transformation-là implique qu'on aura besoin de beaucoup de matière. Pourquoi? Parce que l'énergie, la production d'énergie bas carbone exige des infrastructures importantes. L'électrification exige aussi pas simplement de la production, mais du transport. Il va falloir du stockage, il va falloir de la transformation. Et ce sont des technologies qui vont avoir besoin d'éléments, de matériaux différents de ce qu'on a besoin quand on fait de l'énergie avec des combustibles fossiles. Donc, cette transformation-là nous amène, sans surprise, si on passe à l'électricité, on aura besoin de plus de cuivre pour être capable de transporter tout ça, pour être capable aussi de faire tourner les turbines et autres. Donc, le cuivre sera une demande importante. On voit aujourd'hui la production annuelle, c'est 25 millions de tonnes. Si on évalue qu'il faudrait d'ici 2030 12 millions de tonnes de plus ou à peu près, bien, ça veut dire qu'il faut augmenter de 50 % la production de cuivre ou la réutilisation de cuivre d'ici 2030. Donc, ce sont des chiffres qui font un peu peur. Dans le silicium, on voit aussi une augmentation importante, peut-être de l'ordre de 20, 25, 30 % en termes de production de silicium. Dans d'autres, comme les éléments rares, le lithium aussi, on voit des explosions. Et là, se pose la question, si on ne veut pas aller vers ces extractions-là, un des défis, c'est de repenser notre façon d'utiliser les matériaux, de voir comment on peut réduire de manière très importante l'utilisation de certains de ces matériaux-là, tout en livrant l'électricité, l'énergie dont on a besoin. Je vais donner juste un exemple là-dessus. Tesla a annoncé qu'ils voulaient que leur prochain rotor là, dans leur moteur roue n'ait plus de terres rares. Donc, ce sera vraisemblablement des nitrites de fer, mais ce n'est pas complètement clair, d'ici 1 an ou 2. Donc, une transformation comme ça, c'est le type de transformation dont on a besoin pour arriver à nos objectifs. C'est-à-dire, il faudra à un moment donné dire comment on élimine certains éléments complètement de nos besoins. En tout cas, on les réduise de manière très importante. Et ça implique de l'innovation, mais ça implique aussi d'apprendre à passer à l'échelle. Et on a vu le défi que ça représentait là, dans la conférence précédente. Là, une fois qu'on a la bonne idée, ça prend encore quelques années avant de mettre ça au niveau nécessaire pour être capable de le déployer là, dans les manufactures. Donc ça, c'est au niveau mondial. Et cette réalité-là doit ensuite percoler à travers les économies. Et je dirais, c'est quelque chose qu'on oublie parfois. On a tendance parfois à regarder notre problème comme si nos problèmes à nous étaient uniques. En fait, c'est toute la planète aujourd'hui qui doit se décarboner, qui doit s'électrifier. Donc, les enjeux dont on parle au Québec, au Canada, de la difficulté des investissements à faire dans l'électricité, ce sont des enjeux qu'on rencontre à travers la planète. Donc, il faut s'appuyer sur ce qui se passe à l'étranger, mais en même temps de voir comment on doit, nous, définir nos problématiques et comment on doit les intégrer dans notre réalité quotidienne. Et pour cette discussion-là, je vais m'appuyer sur les perspectives énergétiques canadiennes qu'on a faites il y a 2 ans. On est en train de préparer la prochaine édition des perspectives énergétiques. Qui devrait sortir d'ici quelques mois. Il y a une première partie qui est sortie, qui a un état des lieux, mais celle de la modélisation va sortir d'ici à peu près 2 mois, 2 mois et demi. Au niveau canadien, également, on assiste à... En gros, on a
stabiliser les émissions de gaz à effet de serre au Canada depuis une vingtaine d'années, avec une légère diminution liée à la pandémie. Et il reste à voir jusqu'à quel point la transformation qu'on a faite seront pérennes. C'est, malgré tout, les objectifs sont importants. On a encore des objectifs au Canada de réduction de 40 à 45 % des émissions par rapport à 2005 d'ici 2030, donc dans 7 ans. On a réduit d'à peu près 7-8 %, donc il nous en reste encore beaucoup sur quelques années seulement. Et ces transformations-là passent avant tout par l'énergie, parce qu'au Canada, les émissions de gaz à effet de serre, on avait vu au niveau planétaire, l'énergie est responsable d'à peu près 64 % des émissions de gaz à effet de serre. Dans une économie comme celle du Canada, on est à 84 %. Donc, l'énergie est encore plus importante et la transformation du secteur énergétique est encore plus cruciale ici qu'ailleurs sur la planète. On a étudié un certain nombre de scénarios de décarbonation. Le TC30 étant celui avec la taxe carbone, donc c'est celui qu'on a aujourd'hui. Ce qu'on voit, c'est que la taxe carbone nous aide, mais ne nous amène pas à nos objectifs de 2050 de carboneutralité. Il faut des approches beaucoup plus fortes. Je ne voudrais pas aller en détail, mais on parlait des enjeux, qui est quand même le thème de la conférence. Donc, le premier enjeu, c'est de dire, quand on regarde en 2050, ce qu'on voit, c'est qu'on peut atteindre sur papier la carboneutralité au Canada, essentiellement en combinant des émissions qui vont rester avec ce qu'on appelle la capture et séquestration des émissions négatives. Le problème, c'est que quand on regarde la quantité d'émissions, la quantité de CO2 qu'il va falloir stocker au Canada, dans nos perspectives énergétiques, quand on déploie les technologies rentables à zéro émission, c'est-à-dire on électrifie et autres, il nous reste encore 125 millions de tonnes par année d'émissions négatives. Donc ça, ce sont du carbone qu'on devra retirer de l'atmosphère pour compenser pour les émissions qu'on ne saura pas empêcher dans l'agriculture, dans les déchets, dans des procédés industriels, dans le transport lourd, par exemple. 125 millions de tonnes. Quand on regarde, nous, comment on fonctionne, bien, la façon d'y arriver, c'est de dire on va ramasser une bonne partie de la biomasse énergétique au Canada. Et quand je dis une bonne partie, c'est une très bonne partie, pour, en gros, la brûler sur site, capter le CO2 puis l'injecter en sous-sol. Okay? Ça a l'air facile à dire. On ne sait pas le faire encore à l'échelle. Okay? Et ça veut dire être capable de détourner toute l'utilisation de la biomasse qu'on nous promet pour du gaz naturel renouvelable, pour des biocarburants et autres, pour dire ça ne peut pas aller là, il faudra que ça aille brûler sur site. On fait un peu d'électricité, mais c'est très inefficace, ce n'est pas pour ça qu'on le fait, c'est avant tout pour stocker du CO2. L'autre technologie, c'est l'extraction directe de l'air. On a des gros ventilateurs. On va faire filtrer le CO2, qui est à quelques parties par million. Puis ensuite, une fois qu'on l'a capté, bien, on va le séquestrer, on va l'injecter en sous-sol. Ce sont des technologies énergivores. Donc, en plus de construire des structures, des infrastructures de production d'électricité pour enlever le gaz et le pétrole, il faudra en rajouter encore de manière importante pour être capable de capter le CO2, l'extraire de l'air puis le stocker. Donc, on voit que le défi est important et en gros, ça veut dire que chaque fois que c'est possible, il faut d'abord ne pas émettre du CO2. Donc, penser qu'on va l'émettre puis qu'on va compenser par la suite, c'est rêver en couleur parce que même quand on fait le mieux qu'on peut, il va en rester énormément. Donc, il faut absolument passer d'abord par la décarbonation. Donc, réduire la demande puis la transformer. Une des choses à noter quand même, c'est que malgré une augmentation de l'économie d'ici 2050, quand on décarbonise, on réduit la consommation d'énergie de manière importante. Pourquoi? Parce qu'on électrifie. Et l'électricité, c'est beaucoup plus productif. On peut s'appuyer sur de bien meilleures technologies qu'avec la production de chaleur brute, gaz et pétrole. Donc, une voiture électrique est à peu près 3 fois plus efficace qu'une voiture à essence. Une thermopompe est 2 à 3 fois plus efficace qu'une fournaise au gaz naturel. Je dirais là aussi, il y a un besoin de corriger le débat. Au Québec, au Canada, quand on parle d'efficacité énergétique, on ne parle que d'électricité.
Okay? Donc, il faut être efficace. Ce n'est pas bon de consommer trop d'électricité. En fait, électrifier tout ce qui se fait au gaz et pétrole, c'est ça la vraie efficacité énergétique. Okay? C'est là qu'on a les gains les plus importants. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire mieux, mais ça veut dire que toute efficacité importante de notre société passe par une augmentation de la production d'électricité puis de la demande en électricité. On ne peut pas réduire la demande totale en électricité en pensant qu'on va décarboner. Ça ne se fait pas. Mais quand même, on voit des gains importants. Ici, plus que 10 % malgré une croissance de la population et de l'économie. Ça veut dire qu'on doit produire plus d'électricité. Nos modèles sont optimistes, je vous rassure, c'est-à-dire que nous, ce sont des modèles d'optimisation. Donc, toutes les meilleures technologies ont été déployées, tous les choix les plus intelligents, les plus optimaux pour l'ensemble de la société ont été faits. Ça veut dire que ça n'existe pas dans la réalité. Okay? On ne travaille pas de manière la plus optimale. Donc, quand on évalue qu'il faudra multiplier par 2,2 la production d'électricité au Canada d'ici 2050, bien, c'est une sous-estimation importante. Parce que dans la vraie vie, on ne sera jamais aussi efficace que nos modèles. On va faire des choix qui sont, pour toutes sortes de raisons, qui ne sont pas les choix optimaux. Et ici, c'est une optimisation globale, c'est-à-dire que pour certains, ils vont payer plus cher pour permettre à d'autres de payer moins cher, mais ce n'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Chacun va essayer de payer moins cher lui-même. Donc, on n'ira pas dans une optimisation globale. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y aura besoin de beaucoup d'énergie. Cette énergie-là va être diversifiée. Et après ça, le type d'énergie que vous voyez sur le graphique, éolien, solaire, nucléaire et autres, dépend finement de nos évaluations des coûts. Alors, il faut prendre ces choix-là, ces paniers-là, un peu avec un gros grain de sel. On va faire mieux dans notre prochain rapport, mais ça reste qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur les coûts des technologies, entre autres liés au stockage et à la gestion de l'énergie intermittente. Donc, quelques observations que je voudrais faire rapidement. Il nous reste à peu près 25 ans d'ici la carboneutralité, d'ici 2050. Donc, on n'a absolument pas le temps de prendre des technologies de transition. Il n'existe plus, on ne peut pas dire, bon, on va mettre un peu de gaz naturel ici en attendant d'avoir une meilleure solution. Ce n'est pas comme ça. Tout investissement qu'on doit faire doit être compatible avec la cible ultime de carboneutralité présentement parce que l'échéancier est très serré. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il faut d'abord réduire les émissions avant de penser captage et séquestration. Ceci dit, il va falloir investir massivement dès aujourd'hui dans des infrastructures de captage et de séquestration à travers le pays pour développer notre savoir-faire, pour comprendre comment ça marche, valider nos estimations de stockage et voir où sont les problèmes qu'on n'avait pas vus, parce que c'est toujours comme ça que ça marche. L'efficacité énergétique, c'est, à moins qu'elle nous amène à l'électrification, est incompatible. Réduire de 5 % la demande en pétrole pour un bidule ne nous amène pas à la carboneutralité. Donc, les efforts doivent aller vers la carboneutralité. On peut aller vers des choix moins productifs parfois, si on veut utiliser la biomasse, par exemple, plutôt que des carburants fossiles. Si ça nous amène à la carboneutralité, ce sont des choix qui sont défendables. La bonne nouvelle, c'est quand même qu'on peut imaginer que les générations qui vont nous suivre ne seront pas moins fines que nous. Alors, on n'est pas obligé d'avoir la solution parfaite en 2050. Il faut avoir des solutions qui marchent, en considérant qu'on va être capable d'améliorer la situation par la suite. Ceci dit, il ne faut quand même pas perdre de vue que tous les enjeux climatiques s'inscrivent dans des enjeux plus larges environnementaux auxquels il faut aussi penser quand on va décarboner. La carboneutralité sera vraisemblablement beaucoup moins chère que ce qu'on pense aujourd'hui à cause des avancées technologiques dont je parlais tout à l'heure et des apprentissages qu'on va faire. Donc, mais la seule façon de s'assurer que ça soit moins cher que ce qu'on prévoyait, c'est de commencer maintenant et de s'y mettre et d'apprendre et de faire baisser les coûts et de maîtriser les technologies. Plus on attend, plus on va se retrouver dans une situation où il va falloir faire les choix rapides et des choix qui seront de moins en moins optimaux pour arriver à nos fins. C'est pas facile. Nous, on ne voit pas comment le Canada, par exemple, peut atteindre ses objectifs climatiques pour 2030
à moins de réduire d'à peu près 60 % la production de pétrole et de gaz naturel. Dans nos modèles, on n'arrive pas autrement. Donc, comme on ne fera pas ça, il est peu probable qu'on atteigne nos objectifs climatiques pour 2030. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il faut absolument poursuivre dans les transformations en profondeur qui ont été commencées au niveau fédéral. On le voit au niveau fédéral. Il y avait un rapport récent aussi qui montre là, que les mesures qu'on déploie au niveau fédéral pour l'électricité propre, pour les carburants propres, sur le méthane et autres, devraient avoir des impacts significatifs, mais loin d'être suffisants. Encore une fois, à travers tout ça, je pense qu'il faut arrêter de taper sur le citoyen. Parce qu'au niveau canadien, seulement, j'ai mis 20 %, là, c'est peut-être 22 % des émissions au niveau canadien sont le fruit direct des choix des citoyens, c'est-à-dire dans leur chauffage, dans leur transport. Le restant, c'est l'industrie. Le restant, ce sont des enjeux sociaux. Donc, il faut absolument travailler sur les normes globales. Un citoyen qui veut se construire une maison, mais ce n'est pas lui qui décide comment le béton va être fait, pas lui qui décide combien de béton va dans la fondation. Donc, il y a plein de questions. Va à l'épicerie, il n'est pas en contrôle des émissions liées à tous ces biens. Ce n'est pas lui qui décide comment les camions, où sont les centres de distribution. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que cette transformation-là ne passe pas par une série d'actes citoyens. Ça passe par des normes, des réglementations, des effets de transformation sociale beaucoup plus larges. Et si on ne le comprend pas, on fait du surplace et même on va reculer parce qu'on va finir par décourager les citoyens d'avancer. Mais vraiment, où il va falloir travailler, c'est dans l'industrie lourde, dans l'industrie pétrolière, dans le secteur commercial, etc. Tous les secteurs ne se décarbonent pas de la même façon, donc à un moment donné, il faut avancer, puis dire, même si ça coûte cher, on doit faire le travail. Il faut commencer. Le secteur des transports, la décarbonation doit passer par une réduction de la demande aussi, un déplacement de la demande. Et ça, on a besoin d'une vision intégrée qui nous fait lourdement défaut. Okay. On a fait une analyse, nous, du plan fédéral il y a 2 ans. Et nos analyses montrent que le Canada, au mieux, devrait être capable de réduire ses émissions d'à peu près 25 % d'ici 2030, si tout allait très bien. Donc, loin du 40-45 % qui est sur la table. Par contre, si on arrive à 20-25 %, je pense que ça va être une indication qu'on a réussi à faire tourner le bateau. Donc, c'est quand même quelque chose de positif, mais il faudra aller de manière beaucoup plus profonde dans nos transformations. Je vais maintenant, donc, comme je voulais descendre doucement. Donc, ce que je voudrais maintenant faire, c'est le Québec. Pourquoi? Parce que le rôle des différents gouvernements est très différent dans cette transformation-là. Et on veut voir comment tout ça s'aligne. Et au final, l'énergie, par exemple, est une juridiction québécoise. Donc, dans un contexte mondial, encore, je vous rappelle, où toute la planète est dans un bateau similaire, où les grandes économies à travers la planète font des investissements massifs pour construire des approvisionnements en électricité. Juste un mot, là. L'an dernier, l'Angleterre a fait un appel d'offres pour la production éolienne. Ici, on parle, c'est épouvantable, il faudrait qu'on augmente notre production d'électricité. En un été, ils ont fait un appel d'offres pour 15 gigawatts de puissance éolienne, okay? Essentiellement en haute mer. Ils n'ont pas réussi à remplir cet appel d'offres-là, entre autres parce qu'ils avaient maintenu des objectifs de prix extrêmement bas dans un contexte où on a vu une augmentation des prix pour la production de l'énergie éolienne en mer là, depuis 2 ans. Mais on voit l'ampleur. Là. Donc ici, on dit que c'est épouvantable. Au Québec, il faudrait peut-être penser à 6 gigawatts d'ici 2035. L'Angleterre, en un été, dit que c'est 15 gigawatts qu'on fait comme appel. Donc, quand on pense puis on se répète combien ça va être dur au Québec, puis on va-tu être capable, c'est-tu faisable, allons voir ce qui se fait ailleurs. Là. L'État de New York a annoncé que d'ici 2040, okay, ils allaient passer d'à peu près 30 à 110 gigawatts de puissance en production d'électricité. Presque une multiplication par 4 de la puissance. Pourquoi en puissance? Parce que c'est des éoliennes. Donc, on ne parle pas ici d'une production constante après 30 ans, mais quand même, c'est juste à côté l'État de New York, ce n'est pas à l'autre bout de la planète, et leurs ambitions sont nettement plus élevées que ce qu'on voit au Québec.
Et ils avancent. Donc, ils ne se disent pas « Ah, c'est compliqué, on devrait peut-être reculer, on devrait peut-être faire de l'efficacité énergétique, on n'aura pas besoin de construire nos 110 gigawatts de puissance. » Peu importe ce qu'on fait, il va falloir le faire. Et la solution, c'est d'aller de l'avant. Donc, quand on regarde au Québec les émissions, en jaune, on voit l'inventaire de 1990-2020. Donc, la ligne qui chute à 75, c'est en 2020, on était encore avec la COVID. Donc, il y a eu une chute importante. On l'a vu au niveau canadien, ça rebondit. On va voir au niveau québécois que ça rebondit aussi. Donc, cette chute-là, ce n'est pas une chute. Il y a une petite partie liée au télétravail, qui fait qu'il y a une baisse un petit peu dans la consommation d'essence. Mais une fois qu'on a cette baisse-là, après ça, on va remonter parce qu'on a atteint, en fait, le plancher en termes de télétravail. Et là, la population va augmenter, donc on va repartir, puis c'est une nouvelle base. On n'est pas dans une situation de transformation. On a les véhicules électriques qui vont transformer ça un peu. Dans les prochaines années. Quand on regarde au niveau québécois, c'est 73 % des émissions qui viennent de l'énergie. Donc, on est encore dans une situation, on est au-dessus de la moyenne mondiale, ou encore, si on veut décarboner, il va falloir toucher à l'énergie de manière importante. Le restant, c'est essentiellement les procédés industriels, on a de la grande industrie, et les déchets. Okay? Les déchets, on sait quoi faire, c'est juste qu'on ne se décide pas à le faire, là, mais c'est pas très compliqué. En gros, la solution d'un physicien, là, qui n'est pas celle d'un ingénieur, si on met un polythène sur les sites d'enfouissement puis on récupère le méthane, c'est pas sorcier. Donc ici aussi, quand on regarde ce qu'il faut faire là, pour le Québec, pour atteindre 37,5 de cible pour 2030, là, nos objectifs, nos modélisations montrent que c'est ça qu'il faudrait faire. On devrait réduire les émissions dans ce transport de 16 % par rapport à 2019, ce qui est très important. Dans le bâtiment, on devrait réduire au total de 50 % les émissions d'ici 2050, mais pas 50 % par rapport à 90 comme le plan actuel, c'est 50 % par rapport à aujourd'hui. Okay? Et donc, on parle des transformations importantes. 15 % dans l'agriculture, 60 % dans la combustion industrielle. Là aussi, on parle de transformation importante. 22 % dans les procédés. Les déchets, 82 %, mais ça, je vous l'ai dit, on met des polythènes. Biomasse, il faudrait augmenter de 58 % l'utilisation, essentiellement pour faire, dès 2030, captage et séquestration, plus d'1 million de tonnes par année. Okay? Parce que sinon, on ne peut pas y arriver. C'est beaucoup, 1 million de tonnes. Hein? En fait, 2 millions de tonnes, d'émissions négatives. Donc, 3 % à peu près 2,5 % des émissions du Québec qu'il faudrait faire en émissions négatives d'ici 2030, avec toutes les transformations qu'on présente pour atteindre nos objectifs. Okay? Il n'y a rien, tout ça, on est loin de ça dans les plans du gouvernement. Okay? Ça ne veut pas dire qu'on a absolument raison sur les fins détails, le deuxième décimal, mais ça montre un peu le défi de ce que représente l'atteinte des objectifs. Quand on regarde les plans du gouvernement déposés l'an dernier, le gouvernement en 2023 nous présente des transformations qui nous amènent au mieux à 60 % de notre cible de 2030. Ça veut dire qu'à 6 ans de l'échéancier, on ne sait toujours pas ce qu'on ferait sur 40 % de nos objectifs. Quand on a vu l'ampleur des transformations qu'on doit faire, c'est difficile d'imaginer qu'en 6 ans, on va être capable de faire ça. Okay. Dans les plans du gouvernement, une partie importante, c'est que le signal de prix du marché du carbone devrait nous amener 6 millions de tonnes de réduction. En gros, le marché du carbone, je dirais, quand on regarde, là, et ça, c'est mon analyse de physicien, pas d'économiste, c'est que ça a assez peu d'impact sur la demande dans les clients finaux. Donc, les gens, donc le marché du carbone, on est tous soumis, si on met de l'essence dans notre voiture, si on chauffe au gaz naturel, via les achats qui sont faits par les distributeurs de combustibles fossiles. Or, les distributeurs n'ont pas intérêt à ce que vous baissiez votre consommation. Et les fluctuations dans le prix du pétrole, entre autres, sont tellement grandes que les prix l'impact de ces taxes-là est marginal.
Donc, ça ne change pas beaucoup les comportements, un peu à la marge. Par contre, dans l'industrie, il y a eu des resserrements qui ont été annoncés. Et là, si on s'en va dans cette direction-là, si les resserrements tiennent, si on revoit le marché, on pourrait aller chercher des réductions plus importantes. Dans le secteur des transports, les émissions les plus importantes qui sont planifiées, c'est avec 2 millions de véhicules électriques d'ici 2030. Ce qui voudrait dire que dès maintenant, chaque année, c'est 300 000 véhicules électriques qui doivent être mis sur les routes. Et puisqu'on ne sera pas là cette année ou l'an prochain, ça voudrait dire que dans 2-3 ans, il faudra que tous les nouveaux véhicules sur les routes soient électriques, ce qui est très ambitieux, je dirais. Le gouvernement a aussi annoncé l'an dernier qu'il allait mettre en place des normes pour les véhicules zéro émission pour le transport lourd. Il n'y a toujours rien sur la table. Donc, on peut voir que ces normes-là auront zéro impact en 2030 sur les réductions de gaz à effet de serre, parce qu'ils vont être encore à structurer la transformation. Dans le bâtiment, le plan nous amène à une réduction de 28 du secteur, loin du 50 qui est nécessaire si on veut atteindre nos objectifs climatiques de manière optimale. Et ce n'est certainement pas des ententes qui gardent le gaz naturel dans le bâtiment qu'on va décarboner. Ensuite, on a l'industrie, réduction de 20 avec un soutien assez peu clair. Donc, ce n'est pas clair comment on va réduire ça. Dans les déchets, une réduction d'1 million de tonnes ou presque 0,8 million de tonnes, 18 Donc, une fois, il faut une volonté sérieuse. Même chose en agriculture, avec surtout une optimisation des produits azotés. Donc, ce qu'on voit, c'est que ce plan-là, il y a beaucoup de flou, je dirais, surtout dans l'industrie, puis d'optimisme dans le transport. Donc, il est peu probable qu'on réduise de 60 nos émissions. On est loin, donc, de nos objectifs de 2030. Et ce qui fait la différence, je dirais, entre Québec et Ottawa, c'est le manque de volonté à Québec d'avoir une structuration vraiment forte pour aller de l'avant. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que les lois qui ont été développées au fédéral sont beaucoup plus structurantes que ce qu'on voit présentement au Québec. Okay. Et ça ressort dans nos modèles là, qui vont sortir dans 2 mois. Là. Donc, on n'a pas fini d'analyser, fait que je ne veux pas présenter aucun chiffre parce qu'il pourrait changer, mais on voit que la réglementation fédérale a un impact important. Donc, quand on regarde au niveau du Québec, ce qu'on voit, c'est que le PEV a comme objectif d'envoyer un signal clair aux parties prenantes qu'il y a une volonté d'agir, mais d'un autre côté, je dirais, sur le terrain, on ne le sent pas. Je vais donner juste un exemple. Pour arriver à nos objectifs climatiques, il faudra électrifier. Et le plan d'Hydro-Québec est le premier plan au Canada, donc déposé à l'automne dernier, et le premier plan dont les investissements sont à la hauteur des besoins pour répondre à la transformation de notre économie, avec 185 milliards de dollars d'investissement, augmentation de la production d'électricité, renforcement des réseaux et autres. Malheureusement, alors qu'Hydro-Québec arrive avec ce plan-là, le gouvernement tire la couverte d'Hydro-Québec de 2 façons. En limitant la hausse des tarifs dans le résidentiel. Or, si les tarifs n'augmentent pas, les revenus ne seront pas là. Et pire, le gouvernement dit à Hydro-Québec qu'il faudra plus de revenus parce qu'on n'arrive pas à boucler notre budget. Donc, Hydro-Québec ne peut pas augmenter les tarifs, doit livrer plus d'argent au gouvernement et doit en même temps investir 3 fois plus par année, passer de 5 à 15 milliards de dollars pour être capable de déployer son réseau. Ça ne peut pas tout arriver. Et donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va retarder les investissements pour être capable de livrer les milliards au gouvernement en l'absence de hausse de tarifs. Et ce qui va amener un retard chez Hydro-Québec dans ses investissements et une pression très forte sur l'industrie, sur le commercial, sur les secteurs qui veulent se décarboner à l'horizon 2030 et qui vont continuer de se faire dire non par Hydro-Québec. On n'a pas la capacité de vous livrer votre énergie. Et c'est ça, je dirais, l'enjeu, c'est qu'au Québec, il nous manque ce cadre, cette vision globale qui aligne au moins les grands investissements, les grands choix qui permettraient au niveau de terrain d'avancer et de se décarboner. Donc, c'est ce qu'on dit, nous. Il faut, si on veut réussir au Québec, on a besoin d'un vrai plan global
qui ensuite soient spécifiés secteur par secteur avec des objectifs sectoriels, mais des objectifs qui se déclinent dans des actions, dans des stratégies claires qui permettent d'avancer. Donc, quelques questions. Je finis ici pour prendre vos questions à vous. D'abord, l'efficacité énergétique ne peut pas remplacer la nouvelle production d'énergie. On veut sortir le gaz et le pétrole, il va falloir plus d'électricité. Il faut en avoir suffisamment pour que quiconque veuille s'électrifier puisse le faire sans se faire dire non. Aujourd'hui, on se fait dire non tout le temps et ça veut dire qu'on se retourne vers des technologies fossiles. Et si j'ajoute une nouvelle fournaise aujourd'hui, c'est pas vrai que je vais la fermer dans 5 ans. Okay? Donc, on se retrouve à mettre en place des infrastructures qui vont être là pour longtemps. Il faut décarboner la demande, mais pour ça, on doit s'assurer qu'on a une offre d'électricité suffisante. Ensuite, nos modèles montrent que c'est avant tout l'éolien qui aura sa place au Québec, au Canada, en partie parce que le solaire est mal aligné sur les demandes énergétiques dans un climat froid. Okay? Quand on a les plus grands besoins, c'est l'hiver en énergie où les journées sont les plus courtes. Donc, c'est un peu l'enjeu. Ça peut changer avec les technologies de stockage et autres, mais dans les modèles qu'on a aujourd'hui, le solaire ne sort pas parce qu'il n'est pas moins cher au kilowattheure. Un panneau solaire fournit un kilowattheure le moins cher dans le monde, sauf que s'il n'est pas au bon moment, on n'a pas gagné notre chose. Ensuite, il y a des questions sur le nucléaire, l'hydrogène et autres, dont je n'ai pas le temps de parler, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, il faut accepter de vivre avec des incertitudes. Il faut aller de l'avant malgré tout. Il faut accepter qu'on va se tromper. Mais c'est aux pays riches de se tromper, si possible. Laissons-nous le luxe de payer pour les pots cassés pour faciliter le développement des technologies, la compréhension, puis faciliter le déploiement après ça. Donc, je vais arrêter ici, puis je vais prendre des questions. Merci beaucoup. Donc, est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un tarif industriel bas? Je pense qu'il faut arrêter de dire deux choses. On dit d'abord, les gens veulent notre électricité propre à condition de ne pas payer. 80 des industries sur le tarif L disposent d'une subvention qui réduit de 20 en bas du 5 cents le kilowattheure encore. Okay? Donc, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est la bonne façon d'attirer des investissements au Québec si on veut donner nos ressources naturelles? On l'a fait dans d'autres secteurs historiquement. Et moi, je ne suis pas convaincu dans un contexte où les prix de l'électricité sont appelés à augmenter au Québec parce que tous les nouveaux approvisionnements sont plus chers que les anciens et sont plus chers que le tarif de base actuellement. Donc, on va augmenter. On a 30 TWh qu'on achète à Terre-Neuve. Probablement, quand on va négocier le contrat, on l'aura plus un 5e de cent le kilowattheure. Ça risque d'être 4-5 cents le kilowattheure. Les nouveaux approvisionnements sont chers. Et en plus, la structure d'appel d'offres au Québec, le dire au Québec, notre structure d'appel pour les éoliens, le privé et autres qu'on met, fait en sorte que nos éoliennes coûtent 25 à 35 plus cher qu'en Alberta. Okay? Donc, notre énergie, notre prochaine électricité coûte plus cher qu'ailleurs en Amérique du Nord. Donc, c'est difficile d'imaginer qu'on peut maintenir les tarifs les plus bas ou maintenir que c'est comme ça qu'on va faire du développement économique quand, en fait, les prix marginaux augmentent de manière importante et sont plus élevés qu'à beaucoup d'endroits. Pas partout en Amérique du Nord, mais à beaucoup d'endroits en Amérique du Nord. Pour les tarifs résidentiels, je pense qu'il faut assumer les coûts. Si on parle de 185 milliards de dollars d'ici 2035, c'est au moins 4,5 à 5 par année d'augmentation des tarifs globaux au Québec juste pour payer ces investissements-là, au-delà de l'inflation et autres. Donc, on devrait s'attendre à des coûts d'électricité qui augmentent de 7-8 par année si on veut être capable d'appuyer les investissements. C'est ça la réalité. Malgré tout, si moi je m'achète une voiture électrique, mon énergie dans mon année est beaucoup moins chère au total, même avec une augmentation de 8, 10, 15 d'électricité par rapport à ce que je payais avant avec ma voiture essence. Ma voiture est 3 fois plus efficace et je me trouve donc avec des gains. Si je me mets une thermopompe, je vais réduire de manière importante ma demande en électricité.
Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le service énergétique va augmenter de manière beaucoup moins rapide que le coût de l'électricité, mais pour ça, il faut éduquer, il faut s'assurer de protéger les gens, mais pas juste pour l'électricité. La nourriture augmente, il y a plein d'autres affaires qui augmentent, donc on peut cibler l'ensemble puis avoir des programmes sociaux qui traitent ça et pas confondre les coûts de l'énergie avec les programmes sociaux. Donc, la nouvelle politique qu'on attend là, du ministère de l'Énergie et de l'Économie, sera de dire on va ouvrir la production privée pour la vente au privé. Donc, présentement, depuis 2003, toute la nouvelle production d'électricité au Québec est privée, à part la romaine. Okay? Tout a été privé. Donc, ce n'est pas nouveau que la production d'électricité est privée. Là, la différence serait qu'on permettrait de vendre entre privés, ça ne passerait pas par le distributeur qui est Hydro-Québec. Moi, je pense qu'on se compte beaucoup d'histoires parce que, d'abord, comme je disais, la production d'énergie éolienne au Québec n'est pas moins chère qu'ailleurs en Amérique du Nord. Donc, quelqu'un qui dit « moi, je vais faire ma propre énergie », il n'y a pas de raison de s'installer au Québec. La seule raison de s'installer au Québec, c'est de dire « moi, je vais m'installer, je vais acheter de l'énergie d'Hydro-Québec à 4 cents le kilowattheure, puis je vais y revendre à 12 cents. Là, ça va être payant. » Donc, c'est un peu le problème, c'est qu'on nous présente des modèles d'affaires incomplets où, comme toujours, un modèle d'affaires incomplet, c'est le contribuable qui paye la différence. Et c'est là l'enjeu, c'est que j'aimerais bien qu'on ait sur la table le portrait correct et clair de ce que ça représente, ces nouveaux projets-là. Les projets qu'on voit ici, TESS, il n'y a pas moyen que ça soit rentable, à moins que ce soit le contribuable qui assume les coûts. Okay? C'est pas possible de faire de l'hydrogène puis d'espérer que des gaz synthétiques et imaginer que l'industrie va acheter ça au prix que ça coûte à faire. C'est impossible. Okay? Le modèle de 150 mégawatts d'Hydro-Québec avec 1000 mégawatts d'éolien, ça ne s'équilibre pas. Il faut au moins 500 mégawatts d'apport d'Hydro-Québec. Okay? Donc, on nous présente un projet qui est fortement incomplet et où, encore une fois, tout ce qui manque, c'est la contribution des contribuables. Ça peut être un modèle intéressant, un projet intéressant de dire on va apprendre et ça, mais qu'on nous présente correctement le modèle d'affaires. Qu'on nous dise ça va coûter aux citoyens 500 millions par année maintenir cette affaire-là, mais on va le tester puis on verra. Pas de faire semblant qu'il n'y aura pas un sou du contribuable qui va aller dans des modèles comme ça. C'est impossible. Personne dans le monde fait ces modèles-là comme ça. Donc, la question, c'est comment on sort des grands centres pour avoir des solutions nationales. D'abord, le transport en commun, ça marche partout. Là, on voit une population qui devrait augmenter au Québec d'à peu près 50 % d'ici 2050. Si on était fin, là, on ferait de l'aménagement du territoire intelligent à grandeur pour dire toutes les villes à travers le Québec, on va utiliser la population qui augmente pour densifier, pour faire des axes, pour faciliter le transport en commun. On va mettre en place un vrai transport interurbain qui marche, où tout le monde n'est pas obligé d'avoir 5 autos dans le cours, parce que la fois que tu as besoin d'aller à Montréal, tu n'as pas le choix d'avoir une auto. Okay? La première chose. Deuxièmement, les voitures électriques, même en région, ça peut marcher. Mais pour ça, il faut penser la résilience du réseau. On a un projet sur lequel on se penche, on n'est pas les seuls, de dire comment tu fais s'il y a une panne et tout, si tout le monde est électrifié, mais c'est à ça qu'il faut faire. C'est pas de dire on ne doit pas le faire, c'est qu'il faut le prévoir et le concevoir. La question des camions à batterie dans les régions, j'ai pas la solution, mais personne n'a la solution pour le transport lourd présentement. Donc, la façon de faire, c'est déployons des technologies, testons des choses, avançons. Camion à hydrogène, tout le monde en parle, là, il s'en est vendu 0 l'an dernier parce qu'il n'a pas un de fait. Okay? On en a 2. Moi, je suis associé avec l'accélérateur de transition. En principe, il y a 2 camions à hydrogène qui devraient être sur la route cette année dans l'Ouest, en Alberta, pour tester des choses. Okay? Mais c'est la façon de faire. Où est-ce qu'ils sont tous nos projets pilotes, de tests ici? Il n'y en a pas. Donc, on imagine que cette transition-là va se faire sans penser, sans prévoir. Puis, je dirais, une des choses sur lesquelles je veux appuyer, c'est la démographie, là, elle va nous frapper dessus à une vitesse folle. Et il faut la planifier, il faut l'utiliser comme en judo pour dire, plutôt que de voir ça comme un empêcheur d'atteindre nos objectifs climatiques, utilisons ça pour repenser notre aménagement du territoire, pour densifier, pour faire des choses intelligentes, puis réduire notre dépendance, entre autres à l'auto, puis réduire notre dépendance, notre demande énergétique par cette densification-là. On peut le faire, mais il faut le faire maintenant. Bon, j'arrête, j'ai déjà dépensé. Merci beaucoup.